Déjà, je voudrais remercier la Fondation Gabriel Péri pour son invitation. On m'a demandé de faire une présentation un petit peu sur l'Afrique et les négociations commerciales internationales, et plus particulièrement essayer de dégager les principales tendances et les principales conséquences sur le secteur agricole. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, le continent africain, doit un petit peu faire face à deux types de négociations. D'une part, les négociations bilatérales ou régionales. Donc, la principale actuellement, c'est les accords APE, les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP. Et le second front de négociation, un petit peu, c'est davantage les négociations commerciales multilatérales. Ce qui va précisément être l'objet de ma présentation ici. Alors, brièvement, quelle va être la structure de mon propos? Déjà, je vais présenter assez rapidement le cycle de Doha et l'Afrique. Qu'est-ce que les pays africains attendent de ce cycle de négociation commerciale? Ensuite, je focaliserai davantage mon propos sur les négociations sur l'accès au marché des produits agricoles, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les négociations agricoles, il y a aussi les négociations sur les produits non agricoles, ce qu'on appelle le NAMA. Il y a aussi les négociations sur la facilitation des échanges, qui est un sujet fort important en Afrique, ainsi de suite. Beaucoup de sujets de négociation. Donc moi, je vais focaliser davantage mon propos sur l'impact un petit peu, quel pourrait être l'impact de ce cycle des négociations sur le marché des produits agricoles. Mon troisième point de ma présentation se concentrera davantage sur le rôle stratégique des produits sensibles et des produits spéciaux. Donc je définirai ces deux concepts et je vais montrer pourquoi ces questions, et en particulier le concept de produits sensibles, est à mon avis, et je pense que c'est un avis qui est assez partagé dans la communauté internationale, qui va vraiment être le nœud des négociations, qui est actuellement le nœud des négociations à Genève, au sein de l'OMC. Je dirai rapidement après où nous en sommes, quels sont les blocages, quelles sont les perspectives, comment faire du cycle de Doha un cycle pour le développement. Donc je proposerai ici une réflexion à partir de travaux empiriques académiques qu'on a pu développer. Et je conclurai en donnant quelques recommandations sur la voie à suivre, et également quelques éléments biographiques pour aller plus loin un petit peu dans la discussion, parce que je ne pense pas aller vraiment précisément dans les détails. Alors déjà, je pense un postulat assez important, l'agriculture est importante pour l'Afrique. Je pense qu'il faut déjà avoir une idée assez claire de la situation. Déjà, c'est que l'agriculture représente la principale source d'emploi pour les PMA, dont la majorité sont quand même des pays africains, je tiens à le rappeler. Donc 70% du total de l'emploi dans les PMA. Il faut savoir que c'est grosso modo 30% dans les pays intermédiaires et 3% dans les pays développés. Donc on remettra après en perspective ces chiffres par rapport à la protection tarifaire ou commerciale qui peut exister dans ce secteur. Et on comprendra mieux après comment dire que l'économie est avant tout une économie politique. Second point, pour dégager un petit peu l'importance de l'agriculture en Afrique, c'est le rôle majeur dans les dynamiques de croissance économique. Tout à l'heure, Florence nous a démontré un petit peu qu'il n'y a pas une confrontation entre la part de la valeur ajoutée dans le secteur agricole et la part de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier, pour dégager un petit peu des perspectives de croissance. Je pense que l'agriculture représente un élément dynamique, un élément important dans les stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté, et c'est important de le rappeler. Ensuite, c'est que bien sûr, l'agriculture participe, je dirais, fondamentalement à l'alimentation des populations et surtout à la sécurité alimentaire par le biais des cultures vivrières ou autres. Donc l'agriculture est importante en termes de prévisibilité et en termes de sécurité alimentaire. Et une dernière précision pour recadrer un petit peu le débat, c'est un petit peu la loi des deux tiers, c'est que grosso modo pour 2 tiers des pays africains, il existe 2 à 3 produits, le plus souvent ce sont des produits agricoles,
qui représentent grosso modo 2/3 de leurs revenus d'exportation. Et les revenus d'exportation représentent 2/3 de leurs recettes tarifaires. Donc en termes de politique publique et en termes de disponibilité vraiment de moyens pour faire face à des politiques de santé, à des politiques d'éducation, l'agriculture représente in fine un élément important en termes de politique publique. Le dernier point, bien sûr, c'est les stratégies de lutte contre la pauvreté, mais on l'a déjà souligné précédemment, c'est que la majorité des pauvres vivent dans les milieux ruraux. Hein, et donc, il y a un élément, comment dire, qui est assez important ici. Alors, pourquoi tous ces éléments? Pour montrer que finalement, le dossier agricole représente un dossier très important pour les pays africains à l'OMC. Et c'est pourquoi les pays africains, le groupe africain à Genève, le groupe africain, donc ce sont les pays africains qui sont regroupés au sein d'un groupe de négociation, j'en parlerai tout à l'heure, considère la question agricole comme une question importante dans les négociations. Et le postulat un petit peu, mon hypothèse de travail qui va être un petit peu la base de cette présentation, c'est la suivante, c'est que l'amélioration des conditions actuelles des marchés internationaux des produits agricoles et aussi une plus grande prise en compte de leurs préoccupations pourrait contribuer à une meilleure insertion de leurs économies, bien sûr les pays africains, hein, dans la globalisation et à une accélération de la croissance économique. Alors, bref, je vais maintenant présenter un bref aperçu historique des négociations agricoles. Je vais partir un petit peu de 1995 qui représente un petit peu la signature des accords du cycle d'Uruguay, ce qu'on appelait les accords de Marrakech. Il y a un accord spécifique sur l'agriculture qui a été signé à Marrakech. En plus de cet accord sur l'agriculture, il y a aussi un accord sur les ADPIC, les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, un accord sur les produits manufacturés, etc. Donc 95, c'est vraiment, comment dire, un accord spécifique sur l'agriculture, avec bien sûr la création de l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire que maintenant les pays ne sont plus parties contractantes à un accord, qui était le GATT, mais sont maintenant membres d'une organisation internationale qu'est l'OMC. En 2000, il y a eu de nouvelles discussions sur l'agriculture, donc elles étaient en fait prévues dans l'article 20 sur l'accord sur l'agriculture signé en 1995 à Marrakech. Donc, c'est-à-dire que les pays membres de l'OMC s'étaient mis d'accord en signant les accords de Marrakech en 1995 de revenir un petit peu sur la table de négociations pour libéraliser davantage le marché des produits agricoles. 2001, donc c'est une date assez importante, qui est le lancement du cycle de Doha, donc au Qatar, qui est donc le cycle de Doha, cycle qui n'est pas achevé et à mon avis, et je vous le montrerai plus tard, qui risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Mars 2003, premier échec, c'est-à-dire que les pays membres à l'OMC ne se sont pas mis d'accord sur un cadre, c'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas mis d'accord sur le menu. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, il y a la carte, il y a le menu, et ensuite vous choisissez ce que vous allez manger. C'est-à-dire qu'en 2003, on s'est même pas mis d'accord sur le menu, quoi. On s'est même pas mis d'accord sur ce qu'on allait négocier. Donc premier échec, pas d'accord sur les modalités. 2003, la conférence ministérielle de Cancun. Je rappellerai juste que la conférence ministérielle, c'est un petit peu l'organe exécutif de l'OMC. C'est là où les pays membres de l'OMC décident des schémas de libéralisation commerciale qu'ils souhaitent entreprendre. Donc 2003, conférence ministérielle de Cancun. Pas grand-chose qui est fait. 2004, il y a un accord. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur le menu cette fois. En juillet 2004. Les pays membres de l'OMC se mettent d'accord sur ce qu'on va faire, sur les différents piliers, donc j'en parlerai après. 2005, décembre 2005, la conférence ministérielle de Hong Kong. Là aussi, il y a un texte, mais bon, il y a beaucoup de ce qu'on appelle dans le jargon OMC, beaucoup d'ambiguïté non constructive. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien ce qu'on met derrière des crochets ou des parenthèses. C'est beaucoup de chiffres qui sont à discussion. 2006, Pascal Lamy, directeur général de l'OMC, décide, bien sûr avec l'aval du Conseil général de l'OMC, de suspendre les négociations parce qu'il souhaite mettre davantage de pression
aux pays membres et en suspendant officiellement les négociations, veut accélérer ce qu'il a appelé, bon, le terme anglais c'est quiet diplomacy, donc des échanges informels entre les pays membres afin d'accélérer un petit peu la prise de conscience collective de l'importance de ratifier ou de se mettre d'accord sur un accord. Et début 2007, janvier 2007, donc après le sommet de Davos, il y a une reprise officielle des négociations. Donc actuellement, on est dans cette phase une phase très active, où les pays membres souhaitent, avant août, arriver à un texte d'accord. Concrètement, si après août on n'a pas de texte d'accord, Doha, faut l'oublier pendant quelques années. Hein. Alors, les groupes de négociation, je vais vous présenter rapidement les groupes de négociation, je dirais les principaux groupes de négociation, je ne les ai pas tous mentionnés ici, pour montrer un petit peu le jeu des coalitions, parce que en économie, il y a toute une théorie, c'est la théorie des jeux, où on s'aperçoit un petit peu que les équilibres se font et se défont très rapidement en fonction des circonstances. Donc, les principaux groupes de négociation, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais j'en ai cité ici 8. D'abord, bien sûr, les pays ACP, donc les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc, c'est le groupe des 77, Afrique, Caraïbes, Pacifique. 56 sont membres de l'OMC. Il y a un peu plus de 150 pays membres de l'OMC, donc ça représente grosso modo un tiers des pays membres de l'OMC. En tout cas, si c'est pas une majorité, c'est une minorité de blocage. Donc c'est quand même un groupe relativement important. Et leur question principale dans les négociations, c'est davantage la question de l'érosion des préférences. On l'aura bien compris avec le groupe ACP, bien sûr les accords de Cotonou et les nouveaux APE, s'ils sont signés. La question de l'érosion des préférences représente un élément important. Ensuite, le deuxième groupe, et là c'est pour un petit peu faire écho aux deux présentations qu'on a suivies tout à l'heure, c'est le C4. Le C4, c'est le groupe qui rassemble un petit peu 4 pays producteurs de coton, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali. Et un petit peu leur cheval de bataille, c'est la question de la libéralisation du secteur du coton, et c'est essentiellement, soyons clairs, l'élimination des subventions aux exportations et à la production sur le marché du coton. Parce que le cours du marché du coton, pâtit très négativement un petit peu des subventions américaines, en particulier sur le secteur du coton. Alors, juste pour vous raconter une petite anecdote, on était à Addis avec l'assistant de USTR, du représentant du commerce américain, et le directeur Afrique. Et concrètement, on avait une discussion très franche par rapport aux questions des subventions au coton, et c'est clair que la proportion des subventions qui est accordée par le gouvernement américain, le gouvernement fédéral américain, pour les producteurs de coton est sans commune mesure par rapport à l'aide internationale. Si on réduit significativement ces subventions à la production et ces subventions aux exportations, on rehausse significativement, plus que proportionnellement, ça je tiens à le signaler, plus que proportionnellement le prix, le cours du coton. Et donc ça permettrait de régler quand même pas mal de problèmes quand on voit la situation dans ces pays. Moi je suis parti récemment au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, et c'est vrai que la situation sur ce produit est vraiment catastrophique, et actuellement beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs arrêtent la production de coton et partent en ville parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, et donc c'est vraiment, quelque chose de terrible, quoi. Le troisième groupe, c'est le groupe de Cairns. Donc le groupe de Cairns, c'est vraiment un groupe très libéral qui est pour la libéralisation du marché agricole. Vous voyez les pays, mais je ne vais pas tous les citer, mais grosso modo, c'est à l'OMC le principal groupe qui souhaite une négociation ambitieuse sur le secteur des produits agricoles. Quatrième groupe que je vais citer ici, c'est le groupe sur les produits tropicaux. Leur question principale, vous l'aurez compris, quand on voit les membres Bolivie, Colombie,
Costa Rica, c'est la libéralisation du commerce sur les produits tropicaux et sur les substituts aux matières illicites. On aura compris qu'est-ce qu'on entend par matière illicite. Le G20 aussi, qui est un groupement important à l'OMC, qui a déposé beaucoup de propositions sur l'accès au marché des produits agricoles. Donc leur ambition aussi, c'est une libéralisation du secteur agricole. Le G33 qui est un groupe important pour les produits spéciaux, donc je viendrai après sur cette question, les produits spéciaux, le G33. Le G90, ce sont les pays ACP et puis les PMA. Donc le G90 représente grosso modo 64 membres de l'OMC, donc grosso modo 40% des membres de l'OMC. Là aussi, leur ambition, c'est la question de l'érosion des préférences, le mécanisme de sauvegarde spéciale, je le développerai plus tard, et aussi la question du traitement spécial et différencié. Et le dernier groupement que je vais citer ici, c'est le G6, qui est aussi important, mais vous avez vu, les premiers groupements, c'est davantage des pays en développement, hein, et le G6, c'est un petit peu, comment dire, la locomotive dans les négociations. Le G6, c'est-à-dire que si le G6 se met d'accord, on réussira, comment dire, à relier tous les pays et à trouver un accord, à trouver une solution sur les différentes questions. Donc le G6, il y a l'Australie, il y a le Brésil, il y a l'Union européenne, l'Inde, le Japon et les États-Unis. Donc vous voyez, le G6 un petit peu a ses entrées dans tous les groupements. Donc si le G6 arrive à avoir un accord, ce qui est loin d'être le cas, faut le souligner, bien que ils se sont réunis le week-end dernier en Allemagne, en marge du sommet du G8, et apparemment on pourrait avoir un accord minimaliste prochainement. Je reviendrai après sur ce point. Alors, l'état des adhésions à l'OMC, parce que là aussi je pense que c'est important. Tous les pays africains sont membres de l'OMC, donc sur 53 pays africains, ou 54, ça dépend, on va dire 53 pays africains, 43 sont membres de l'OMC, les autres ont soit le statut d'observateur, ou soit ne sont pas membres et ne sont pas observateurs. Donc c'est essentiellement l'Algérie, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie qui est en processus d'adhésion, la Libye, Sao Tomé et Principe, Soudan et les Seychelles. Pas de statut, Comores, Érythrée, Libéria et Somalie. Donc on voit 43 pays africains membres de l'OMC, ça représente aussi, si ça ne représente pas une majorité, en tout cas ça représente une minorité de blocage. Alors que négocie-t-on à l'OMC sur le dossier agricole? D'abord on négocie des réductions tarifaires. Sur la base des tarifs consolidés. J'ai oublié l'accent, excusez-moi. Donc des réductions tarifaires sur la base des tarifs consolidés. Alors quelle est la différence entre un tarif appliqué et un tarif consolidé? Concrètement, le tarif appliqué, c'est le tarif effectif. C'est le tarif qui est appliqué par les douanes. D'accord? Le tarif consolidé, c'est le tarif qui est officiellement déclaré à l'OMC. C'est-à-dire que généralement, le tarif consolidé est supérieur au tarif appliqué. Pourquoi on a un tarif consolidé et un tarif appliqué? C'est au cas où il y ait, beaucoup d'importations dans un secteur, que le pays puisse mettre en place une clause de sauvegarde et augmenter ses tarifs. Et le tarif consolidé représente le tarif maximum qu'un pays ne peut pas dépasser. Donc les négociations se font sur les tarifs consolidés. Les négociations ne se font pas sur les tarifs appliqués. Mais je mentionne ce point parce que ça a un impact très important. Et je vous l'expliquerai après. On négocie aussi des réductions, voire des éliminations à terme, de toute forme de distorsion au commerce des produits agricoles. Donc, par distorsion, j'entends distorsion domestique, dans ce qu'on appelle le soutien domestique. Donc, on a plusieurs catégories de soutien interne. Et on négocie aussi des subventions aux exportations, qui est un élément quand même assez important. On négocie aussi la question des obstacles non tarifaires, et pour le secteur agricole, c'est essentiellement les normes, les SPS. Alors, juste pour vous donner maintenant une idée assez précise de comment se passent les négociations. Pour les négociations agricoles, on a 3 piliers. 3 piliers sur lesquels les négociations se concentrent. Le premier pilier, c'est la question de l'accès au marché. L'accès au marché, c'est les tarifs. C'est-à-dire qu'on négocie des réductions tarifaires. Premier pilier, c'est l'accès au marché, ce sont essentiellement les réductions tarifaires. Second pilier, c'est ce qu'on appelle le soutien domestique.
Et parmi le soutien domestique, à l'intérieur de ce pilier, on distingue plusieurs catégories de soutien domestique. Et là, comment dire, le négociateur OMC, j'utilise ce terme, hein, le négociateur OMC comment dire, pour simplifier un petit peu le débat, a considéré qu'il y avait plusieurs types de boîtes à l'intérieur de ce soutien domestique. Il y a ce qu'on appelle les boîtes vertes, qui sont plus ou moins autorisées dans le temps, c'est-à-dire qui ne créent pas de distorsion au commerce, donc les boîtes vertes. Les boîtes bleues qui créent une distorsion mais qui doivent être limitées. Et les boîtes rouges ou oranges, je ne sais pas comment on peut le dire, les boîtes rouges qui sont interdites parce qu'elles sont distorsives et parce qu'elles sont anticoncurrentielles. Voilà, donc ça c'est le second pilier, le soutien domestique. Le troisième pilier, ce sont toutes les formes de concurrence à l'exportation, essentiellement les subventions aux exportations. Voilà. Donc à l'OMC, dans le comité AMA, donc dans le comité accès au marché sur les produits agricoles, on négocie sur ces trois piliers. Alors, pourquoi c'est important de différencier les tarifs appliqués des tarifs consolidés? Parce que si on regarde un petit peu ce tableau-là, on voit que les tarifs consolidés sont en moyenne largement supérieurs aux tarifs appliqués. Je prends par exemple le cas des États-Unis. Les États-Unis, grosso modo, ça c'est une moyenne tarifaire, toutes les lignes confondues. Hein. Donc c'est une moyenne arithmétique. On verra que derrière cette moyenne arithmétique se cachent quand même ce qu'on appelle des pics tarifaires, des tarifs très élevés, qui sont, et on se demande, qui sont, comment dire, des secteurs où les pays africains disposent d'avantages comparatifs, à l'export. Donc c'est assez surprenant quand même de voir qu'en moyenne, les tarifs pour les pays développés sont relativement bas, mais lorsqu'on regarde en détail au niveau des lignes tarifaires, on s'aperçoit que là où les tarifs sont les plus élevés, du moins très souvent, ce sont des produits où les pays africains pourraient, exporter davantage. Donc derrière cette moyenne se cache quand même une seconde histoire que je vais vous détailler après. Donc pour le Japon, c'est assez marrant parce qu'on regarde que la moyenne du consolidé est relativement élevée, appliquée aussi est très élevée. L'Union européenne, le consolidé est de 28%, l'appliqué de 5%, mais derrière ce 5%, là aussi, je vous montrerai des chiffres par produit, c'est assez intéressant. Bien sûr, les pays africains aussi se protègent. Hein, quand on regarde leur moyenne appliquée, par exemple la Tunisie, c'est 58%, c'est quand même énorme. Maroc, c'est 24%. Le reste de l'Afrique subsaharienne, ici, SSA, c'est 22%. La SACU, la SADC, la SADC, c'est 17%. SACU, c'est 6%. Dans SACU, il y a l'Afrique du Sud. Hein. Alors, ici, c'est la protection globale dans l'agriculture. Ce tableau pour vous montrer, en plus des tarifs, les subventions. Et quand on calcule un équivalent tarifaire aux subventions, on s'aperçoit que la moyenne de la protection augmente encore davantage. D'accord ? Donc les subventions aux exportations représentent un élément important, surtout pour l'Union européenne et surtout pour les États-Unis. L'Union européenne, c'est beaucoup la PAC. Hein. La PAC, ce système de prélèvement aux importations et de subventions aux exportations, je pense que c'est clair. On ne va pas développer cette philosophie. Hein. Alors, si je vous présente ici la structure initiale moyenne par produit et les pics tarifaires pour l'Afrique subsaharienne. Par exemple, si on regarde les tarifs que l'Union européenne applique sur le secteur du riz, par exemple, on a un tarif de 81-82%. D'accord ? C'est-à-dire sur le riz que l'Afrique subsaharienne peut produire. Hein. Les céréales, 38%. Le sucre, 77%. Les États-Unis appliquent aussi des tarifs très élevés en provenance des exportations de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, le sucre aussi, on est à 52%. Les autres céréales, on est à 21%. Donc on voit que derrière une moyenne relativement faible, se cachent quand même des tendances par produit qui peuvent être beaucoup plus élevées. Ici c'est pour l'Afrique du Nord, parce que j'ai différencié un petit peu l'Afrique subsaharienne de l'Afrique du Nord, pour des raisons de structures productives qui sont relativement différentes quand même. Mais on s'aperçoit que, en dépit du fait que la moyenne reste relativement faible, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau des secteurs, ça reste quand même relativement élevé. Pour le riz, 67%, les céréales, 52%, le sucre, 76%, et les légumes, 15-14%. Donc on voit que les chiffres, que la protection est relativement importante.
Alors, pour aller un peu plus vite, maintenant je vais revenir un peu sur la déclaration de Doha et l'enjeu des négociations pour l'Afrique. Bon, les pays africains ont participé de manière intensive dans l'élaboration de l'accord 4 de juillet 2004 et dans la déclaration de Hong Kong. Mais il y a beaucoup de préoccupations qui subsistent. La première, c'est que ces textes, je dis ces textes au pluriel parce que je parle de l'accord cadre de juillet 2004 et de l'accord, du moins le pseudo-accord de Hong Kong de 2005, ces textes n'ont pas réussi à prendre pleinement en compte les aspirations des pays africains, aussi bien sur le dossier industriel qu'agricole. Bon, c'est vrai que le dossier industriel est aussi très important pour l'Afrique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter lors d'une prochaine réunion. Certaines contradictions et aussi de nombreuses ambiguïtés non constructives. C'est-à-dire que si vous reprenez les accords, et ça c'est assez marrant, c'est que on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous prenez les formules de réduction tarifaire, on a un coefficient de réduction tarifaire qui est entrecroché. Tout ce qui est entrecroché dans une déclaration, bah, ça veut rien dire, quoi. C'est-à-dire que ça peut être 10%, ça peut être 20%, ça peut être 30%, on n'a rien à l'intérieur. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de blanc qui finalement pose des difficultés lorsqu'on va analyser un petit peu l'impact de ces accords. Bon, je passe un peu sur ça pour aller un peu plus vite. Voilà. Alors, le texte de juillet, l'accord 4 de juillet, n'est pas très précis pour l'agriculture comme je l'ai mentionné. Faut savoir qu'il y a plusieurs annexes. L'annexe A de l'accord, c'est pour les produits agricoles. Et pour les trois piliers, c'est relativement flou. Le soutien interne, là aussi, on ne sait pas comment il va être réduit. On parle de formules harmonisantes, linéaires, mais finalement, on n'a pas de coefficient clair. Pour les subventions aux exportations, on est d'accord qu'on va les éliminer, mais on ne sait pas quand. On parle de 2014. Bon, encore 2014, la date est à confirmer. La mesure du soutien domestique, là aussi, on ne sait pas comment cette réduction va s'opérer. Donc, finalement, lorsqu'on regarde le dossier agricole, on s'aperçoit que ça reste assez flou. Alors, si on regarde l'accès au marché, le premier pilier, l'accord stipule une réduction à partir des tarifs consolidés, à travers d'une formule étagée. Alors, c'est quoi une formule étagée ? Je vais vous la détailler après. C'est par exemple, si vous avez des tarifs qui sont entre 0 et 20%, on aura une formule de réduction qui sera, par exemple, une formule linéaire de 5%. Si on a les tarifs qui sont entre 20 et 50%, on aura une formule de réduction tarifaire linéaire aussi avec un coefficient de 10%. Donc, plus les tarifs seront élevés et plus la réduction linéaire sera élevée aussi. Mais là aussi, les bandes, c'est-à-dire le 0 à 20 ou le 20 à 50 ou le 50 à 100, restent à négocier. C'est-à-dire que, voilà, la réduction tarifaire aussi, le coefficient de réduction tarifaire, reste aussi à négocier. Donc, il y a encore beaucoup de travail. L'accord prévoit une amélioration de l'accès au marché pour tous les produits, tout en reconnaissant l'existence d'une catégorie de produits sensibles. Alors là aussi, les pays développés, et surtout les Européens et les Américains, ont été quand même très forts dans cette négociation. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que, ok, on va libéraliser le marché des produits agricoles, mais on va considérer qu'il y a des produits qu'on va classer comme sensibles. Et ces produits, on ne va pas les toucher. On ne va pas réduire les tarifs. Donc, au début, on parlait de 15% de produits sensibles. L'Union européenne est revenue avec une offre beaucoup plus ambitieuse de 10%. Mais 10%, juste pour donner une petite idée, 1% de produits sensibles suffit à anesthésier complètement l'effet du cycle pour les pays africains. C'est-à-dire que si l'Union européenne peut mettre 1% de produits sensibles, les produits, qui pourraient permettre un accès plus important des producteurs africains, 1% de produits sensibles, il n'y a pas de réduction tarifaire, il n'y a pas d'amélioration. Donc je vais vous montrer après quelques simulations qu'on a pu faire. Pour les pays en développement, le texte retient le critère de produits spéciaux. Produits spéciaux, par exemple, c'est lié aux questions de sécurité alimentaire ou lié aux questions, d'aménagement du territoire, etc.
Donc, deux notions importantes. Première notion, c'est les produits sensibles. Ce sont des produits que les pays développés, mais aussi les pays en développement, on l'aura compris, c'est davantage pour les pays développés, que les pays développés peuvent exclure partiellement certains produits de toute réduction tarifaire. Donc là aussi, c'est un élément qui correspond, qui représente le nœud des négociations à Genève aujourd'hui, la question des produits sensibles. La semaine dernière, on avait une retraite des ambassadeurs africains à Montreux, et ils sont convaincus, et beaucoup de pays en développement sont convaincus, que la question des produits sensibles peut complètement anesthésier, peut complètement annihiler l'effet de ce cycle sur le bien-être, sur la réduction des prix, sur les exportations, etc., que les pays africains et les pays en développement pourraient développer. Alors, ici, j'ai fait un petit tableau pour synthétiser un petit peu rapidement la question de l'accès au marché qui représente le premier pilier. On a une formule de réduction tarifaire, donc c'est une formule par étage avec des bandes tarifaires. Cette formule intègre ce qu'on appelle une progressivité. Donc plus les tarifs sont élevés, plus la réduction sera élevée aussi. Dans l'accès au marché, on a les produits sensibles, donc on sélectionne un pourcentage de lignes tarifaires qui recevront davantage de flexibilité dans les tarifs, à condition d'accroître l'accès au marché pour l'ensemble des produits, au niveau des chapitres des produits. Alors ce qui reste à négocier, c'est quand même l'essentiel, c'est la formule. Donc ce sont les bandes tarifaires et les coefficients. Bien sûr, il y a des flexibilités ou ce qu'on appelle le traitement spécial et différencié. Il y a deux choses qu'il faut quand même différencier, c'est que le traitement spécial et différencié, c'est uniquement pour les pays en développement. Les flexibilités, ce sont aussi, elles sont aussi valables pour les pays développés à travers les produits sensibles. Donc on a un TSD, traitement spécial et différencié fort pour les PVD, qui consiste à avoir une proportionnalité dans la réduction tarifaire. Réduction tarifaire qui est moindre ou moins élevée pour les pays en développement que pour les pays développés. On a des produits spéciaux pour les pays en développement. Donc produits spéciaux, ça veut dire que ces produits feront l'objet d'une réduction tarifaire moins élevée. D'accord ? Donc ce sont essentiellement, comme je l'ai dit, des produits essentiels, vitaux pour la sécurité alimentaire, pour le développement rural. Et la sélection de ces produits, elle est faite par les pays eux-mêmes. On a aussi un mécanisme de sauvegarde spécial. Là aussi, c'est pour augmenter ces tarifs en cas d'augmentation importante des importations. Préférences, on reconnaît l'importance des préférences et du système général de préférences dans ces négociations. Et pour les PMA, les PMA ne doivent faire aucune réduction tarifaire. Ils n'ont pas d'engagement de réduction tarifaire. Par contre, ils ont un accès préférentiel sur 97% du marché des pays développés. 97%, c'est pas 100%. Alors vous direz, on a fait 97%, pourquoi on ne peut pas faire 100%? Dans les 3%, il y a des produits qui sont quand même importants pour les pays africains, et surtout qui sont importants en termes défensifs pour les pays développés. D'accord? C'est-à-dire que le coût d'avoir ce qu'on appelle un marché unrestricted market access, je ne sais pas comment un marché non saturé pour les pays développés, est faible, mais les pays développés considèrent qu'il est élevé. C'est pour ça qu'il y a 3% qui sont exclus, et ces 3%, c'est 3% de produits qui bénéficient d'un avantage comparatif pour les pays africains. Alors voilà, le type de formule par étage en discussion. Excusez-moi, c'est en anglais, mais donc on a différentes structures. Ça, c'est la formule du G20, par exemple, du groupe du G20. Donc on a, par exemple, pour les tarifs qui sont compris entre 0 et 20%, les pays développés devront réduire de 65% ces tarifs, et les pays en développement de 20%. Pour les tarifs qui sont compris entre 20 et 40%, la réduction est, vous voyez, est progressive et plus importante. Donc 75% pour les pays développés, 25% pour les pays en développement. Pour les tarifs qui sont entre 40 et 60%, on a 85% de réduction tarifaire et 28% pour les PVD. Et au-dessus de 60%, donc 90% de réduction. Donc c'est-à-dire que si on a un tarif de 100, le nouveau tarif sera de 10 avec une réduction de 90%. Ok ?
et comment dire, la coupe tarifaire qui sera faite par les PVD est de 30. Donc le nouveau tarif sera de 70. D'accord? Donc c'est ce type de réduction qu'on fait. Les PMA, il n'y a pas de libéralisation. Alors le second pilier, c'est le soutien interne. Sur quelle base on va négocier le soutien interne? C'est selon la même méthodologie, c'est une approche harmonisante. C'est-à-dire que le soutien qui est considéré entre 0 et 50 millions de dollars, on va le réduire de 30%, d'accord? 50 millions de dollars à 200 millions, on va le réduire de 30%, ainsi de suite. Donc là, c'est la même méthodologie. Soutien interne, c'est essentiellement le soutien à la production. Dans le soutien interne, on a une grosse partie, par exemple, du soutien américain au coton. J'accélère un peu pour présenter vraiment après le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les formes de concurrence à l'exportation. Donc là aussi, l'accord stipule, une élimination des subventions aux exportations. On parle de 2014. C'est quand même un gain assez important. C'est-à-dire que les pays en développement et les pays africains se sont battus quand même très dur pour que les pays membres de l'OMC s'accordent à éliminer définitivement toutes les formes de subventions aux exportations. Alors, bien sûr, il y a eu un frein très élevé de la part des Américains et des Européens. Les Européens ont dit, écoutez, nous, on a déjà réformé la PAC, donc on va attendre un petit peu avant d'éliminer les subventions. On va attendre la fin de la réforme, quoi. Donc 2014, ça correspond un petit peu à une date où la réforme de la PAC sera effective. Voilà, pas de date fixée, mais on se met quand même d'accord sur une date potentielle, 2014. Je vais accélérer un peu plus vite. Voilà, le coton. Alors, le coton, à l'origine, on a le C4, le groupement que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que ces pays voulaient négocier le coton de manière séparée. C'est-à-dire que le coton, ils ne voulaient pas que ce produit fasse partie de l'accord agricole. C'est-à-dire qu'ils voulaient un accord, une négociation sur les produits agricoles, une négociation sur les produits industriels, ainsi de suite, et une négociation uniquement spécifique sur le coton. Bon, pas de bol, le coton est revenu dans les négociations agricoles. Même si, on considère que les négociations doivent être faites de manière expéditive, ambitieuse et rapide. Faut savoir qu'en mars dernier, il y a eu une réunion à l'OMC organisée par le directeur général de l'OMC. L'AFD était représenté par M. Severino, où en fait tous les pays de l'OMC venaient avec une proposition d'aide dans la philosophie de l'aide au commerce, et plus particulièrement dans la philosophie du coton, venaient avec des projets spécifiques pour favoriser un petit peu le secteur du coton. Là aussi, quand on regardait un petit peu les chiffres qui étaient sur la table, franchement, ça faisait rire, quoi. C'est-à-dire que derrière les chiffres faramineux qu'il pouvait y avoir, lorsqu'on regardait un petit peu le type de projet, c'était des projets qui étaient comptabilisés peut-être 5 ou 6 fois de suite. Donc pas seulement pour les pays de l'Union européenne, également pour les États-Unis ou pour d'autres partenaires commerciaux. C'était quand même assez intéressant de voir comment les statistiques pouvaient raconter plusieurs histoires. Bon, j'accélère un petit peu. Alors, quels sont les intérêts africains dans ces négociations agricoles? Bien sûr, les pays africains ont des intérêts offensifs et défensifs. Offensifs, bien sûr, c'est en termes d'accès au marché. Les pays africains veulent accéder plus facilement au marché des pays de l'OCDE. D'accord? Quand on regarde la protection que les pays de l'OCDE octroient à leurs producteurs agricoles, franchement, c'est grave. Je crois que il y a une étude, je crois que l'ensemble des protections tarifaires de l'OCDE, ça correspondait, si mes souvenirs sont bons, à alimenter 350 000 vaches, un truc comme ça, quoi, pour l'Europe. Donc c'était inouï, quoi. La protection offerte, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, la protection offerte par les pays de l'OCDE à leurs producteurs
est quand même extraordinaire. Des intérêts défensifs, bien sûr, parce qu'il y a quand même des secteurs à protéger. On parle de politique commerciale stratégique ou défensive. Alors, pour les pays africains, il n'y a pas de position unique du groupe africain. Pas de position unique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs groupements. Par exemple, Maurice appartient au G10, l'Afrique du Sud appartient au groupe de Cairns, et les deux appartiennent au G90. Ça, c'est uniquement deux pays. Alors, quand vous prenez l'ensemble des pays africains, le C4, le G20, le G33, le G90, pour ensuite consolider un petit peu, les positions, c'est assez difficile. Par exemple, je prends le cas d'un pays que je ne vais pas citer, qui est membre du G20, qui prenait des engagements dans le G20, mais qui est membre du G33, qui prenait d'autres engagements dans le G33 qui sont contradictoires avec les engagements qu'il a pris dans le G20, qui est membre du G90 et qui prenait aussi d'autres engagements dans le G90 qui n'ont aucun sens rationnel par rapport aux engagements pris dans le G20. Donc, en termes de consolidation in fine, on ne savait plus où il était, quoi. Et quand ce pays a un rôle important au sein du groupe africain, ça peut poser un problème après de cohérence. Alors, les propositions du groupe africain, globalement, c'est une amélioration significative de l'accès au marché, c'est une réduction et une élimination à terme de toute forme de subvention à l'exportation, c'est une réduction substantielle de toute forme de soutien domestique, donc dans toutes les boîtes, vertes, bleues, rouges, et c'est un traitement spécial et différencié fort et partie intégrale. Traitement spécial et différencié, grosso modo, c'est quoi? C'est une réduction tarifaire qui est moins élevée pour les pays en développement que pour les pays développés. Et c'est aussi les produits spéciaux, et c'est aussi une période de mise en œuvre qui est beaucoup plus longue. Alors, pourquoi juillet 2006, on a suspendu le directeur général de l'OMC a suspendu les négociations? Parce qu'il y avait des divergences très importantes sur l'accès au marché des produits agricoles, des désaccords très importants sur le niveau de la demande et des offres concernant l'agriculture. C'est-à-dire que le commissaire Mandelson et à l'époque Zolik, n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des positions claires sur le marché agricole. C'est-à-dire que les Européens disaient oui, mais nous on réduit beaucoup nos tarifs. Les Américains, oui, mais nous on réduit beaucoup nos subventions aux exportations. Et puis, in fine, quand on regardait, il n'y avait ni réduction substantive des tarifs et ni réduction substantielle des exportations. Voilà, il n'y avait pas, de volonté politique de se mettre d'accord et de définir un petit peu un cadre dans lequel les négociations allaient se faire. Alors, ce que j'ai appelé ici l'intransigeance égoïsme des puissances commerciales. C'est-à-dire que l'Union européenne, l'Inde aussi, parce que l'Inde avait un rôle important, le Brésil, la Chine et l'Union européenne, donc le G6, avec l'Australie, il n'y a pas d'accord, même minimaliste. Quel est l'argument des Américains? C'est de dire, écoutez, l'Inde, la Chine, ce sont des pays en voie de développement. Vous voulez qu'on leur donne un traitement spécial et différencié qui soit aussi fort que celui qu'on va donner au Burkina Faso, qu'on va donner au Maroc ou à la Tunisie. Voilà. Donc le problème aujourd'hui, qui est l'un des problèmes à l'OMC, c'est la question aussi du traitement spécial et différencié à travers les différents pays en développement. Parce que les Américains, comme les Européens, ont bien compris l'avantage qu'il pouvait y avoir à discriminer à l'intérieur d'un groupe de négociation, à savoir les pays en voie de développement. Les produits sensibles. Alors, pourquoi les produits sensibles sont un élément important? On a fait quelques simulations à la commission. Là, j'accélère un peu parce que le PowerPoint il sera disponible sur le site. On a fait quelques simulations où on montre un petit peu l'impact des produits sensibles sur la croissance. C'est-à-dire que pour l'Afrique subsaharienne, on voit que si on n'a pas de produits sensibles, on a grosso modo en statique, une croissance de 0,16-0,17% du PIB. Plus on a de produits sensibles et plus la croissance diminue, quoi. D'accord? Pour l'Afrique du Nord, la tendance est claire. Ok? Et là, ce sont des chiffres agrégés. Si on regarde au niveau sectoriel, c'est encore beaucoup plus net.
Donc on voit bien que les produits sensibles ont un rôle important sur la croissance et que mettre trop de produits dans les produits sensibles pourrait complètement anesthésier l'effet de ce cycle. Et ça, comment dire, c'est un résultat qui est aussi bien partagé par la Banque mondiale que par la FAO, que par la CNUSED, que par les Nations Unies, quoi. Sur le bien-être, c'est la même chose. On voit que plus on a de produits sensibles, plus les prix augmentent. Par exemple, si on met un produit comme le coton, les Américains décident de mettre le coton comme produit sensible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réduction tarifaire. Ça veut dire que le prix, augmente en termes de bien-être. Ce qui peut être bien pour le producteur, mais pour le consommateur, c'est pas la même chose. Le prix augmente et donc, in fine, le bien-être diminue, quoi. Là aussi, on voit très bien que plus on a de produits sensibles, et plus ce qui est en bleu est faible. Ce qui est en bleu, c'est le bien-être. Hein. D'accord ? Donc 1% de produits sensibles, on a estimé le gain de bien-être à hauteur de 160-180 millions de dollars en termes de bien-être. Et si on met 8% de produits sensibles, le bien-être devient négatif, quoi. Voilà, sur les termes de l'échange, c'est la même histoire. Alors, quelles sont un petit peu les conséquences d'absence d'accord pour les pays africains ? Je dirais il y a 3 conséquences principales. Parce que s'il n'y a pas d'accord, on sait qui seront les gagnants. Mais on sait aussi qui seront les perdants. Et les perdants, ce sont essentiellement les pays en voie de développement. Et au premier rang, les pays africains. Donc, la première conséquence en cas d'absence d'accord, c'est d'une part, je dis accord optimal ou un accord bien négocié. Hein. C'est d'une part le risque encore plus fort d'une marginalisation encore plus importante du continent africain dans le commerce mondial. Il faut savoir que l'Afrique, en termes de commerce mondial, représente à peine 2%. Exportation et importation et réexportation dans les zones franches. Hein. Même pas 2%. Donc, il faut savoir que à la fin des années 70, l'Afrique représentait 8% du commerce mondial. Aujourd'hui, moins de 2%. Donc, on voit une marginalisation de plus en plus importante. La seconde conséquence, je dirais assez importante, c'est d'accélérer un petit peu une faible diversification, aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur agricole. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est producteur de cacao. Quand on regarde un petit peu le tarif qui est appliqué par les pays développés sur la matière première cacao, c'est de 4 à 5%. Si les Ivoiriens s'amusent maintenant à produire une tablette de chocolat à partir du cacao, le tarif c'est plus 4 ou 5%, ça c'est 8 ou 9%. Si c'est une tablette de chocolat avec plus de 30% de cacao, règle d'origine oblige, on augmente à 15 ou 20%. Donc on voit bien que l'absence d'accord peut encore accélérer ce qu'on appelle la progressivité tarifaire, et l'absence d'accord finirait in fine à accélérer un petit peu le faible degré de diversification des économies africaines. Et surtout, moi je pense que c'est l'une des principales conséquences, c'est le risque d'un retour d'un commerce administré à la Laura Tyson, hein, qui était anciennement conseiller à la Maison Blanche du président Bush, père. Donc c'est vraiment le risque d'un bilatéralisme agressif, d'un régionalisme, d'une accélération d'accords régionaux, en dépit du fait de tout ce cycle de libéralisation, quoi. Et donc ça pourrait créer aussi un risque important sur le système commercial multilatéral. Voilà. Alors, comment retrouver, j'arrive à ma conclusion, hein, comment retrouver un petit peu l'esprit de Doha, parce qu'en 2001, quand on s'est retrouvé à Doha au Qatar, il fallait voir un petit peu, comment dire, la rhétorique, hein, le langage qu'il y avait, hein, c'est-à-dire que oui, un cycle de développement, sortir l'Afrique de la trappe de la pauvreté, etc. Donc c'était vraiment, une volonté politique assez importante, mais toujours dans ce cadre de rhétorique, il y a vraiment un hiatus, une cassure entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre la rhétorique et puis la pratique des États. Alors,
retrouver l'esprit de Doha, c'est d'une part faire de la croissance en Afrique et puis dans les PMA, pas seulement africains, un objectif clair et prioritaire. C'est réduire les disparités dans le commerce mondial, parce qu'elles existent, elles sont très importantes. Le soutien domestique est très élevé, les subventions d'exportation sont très élevées. Les tarifs, ça veut toujours dire quelque chose, même si en moyenne, ils sont faibles. Mais lorsqu'on regarde au niveau des secteurs, on a quand même des pics tarifaires importants. Donc réduire les disparités sur tous les piliers. Comment? Eh bien, bien sûr, la phase des modalités actuelles est très importante, parce que le choix de la formule de réduction tarifaire, le choix de la formule de réduction du soutien domestique peut considérablement influencer un petit peu le résultat de ce cycle. Également, assurer un traitement spécial et différencié qui soit important pour les PVD. Limiter le coût d'ajustement provoqué par la libéralisation via un mécanisme de compensation. Ici, je pense clairement aux préférences. Les pays africains qui bénéficient de beaucoup de préférences commerciales. Si on réduit les tarifs, bien sûr, on a ce qu'on appelle une érosion des tarifs. L'érosion des tarifs, quelque part, il faut aussi la compenser. Et faire en sorte que tous les pays participent de manière active et transparente dans le processus de décision à l'OMC, ce qui aujourd'hui est encore loin d'être le cas. Hein. Quand on parle de chambre verte ou de G6, etc., c'est quand même ici que l'essentiel des négociations se font. Alors, pour atteindre ces résultats, moi, je pense que ça nécessite 4 conditions, de respecter 4 conditions. 4 conditions qui sont tous, à mon avis, nécessaires. C'est-à-dire que l'une n'est pas plus importante que l'autre. 4 conditions complémentaires et cumulatives. La première, c'est une révision significative des positions de négociation des pays du G6. Quand on voit la position de l'Inde, quand on voit la position américaine et quand on voit la position de l'Union européenne, essayer de trouver un accord minimaliste, c'est compliqué. C'est-à-dire que les positions sont tellement éloignées en matière uniquement de négociations agricoles. Je ne parle pas des services, je ne parle pas de l'industrie, je ne parle pas de la facilitation du commerce. Donc, une révision significative des positions de négociation. On voit actuellement la position de l'Union européenne qui est en train d'évoluer, bien que le commissaire Mandelson est bien entouré. Il a quand même de bons garde-fous, y compris en France. La deuxième condition, c'est le relâchement de la discipline multilatérale, donc au sein des institutions de Bretton Woods, du FMI et de la Banque mondiale. Accroître un TSD qui soit plus important. La troisième condition, c'est accorder aux pays en développement et aux PMA un accès illimité et en franchise aux droits de douane. Le coût est limité pour les pays développés et le gain est très élevé pour les pays en développement. Donc là aussi, on a démontré, que le coût d'un accès illimité en franchise aux droits de douane, sans quota et sans tarif, permettrait d'accroître considérablement la production, la diversification et les exportations, et d'accroître aussi la croissance et de réduire la pauvreté significativement. Et une plus grande amélioration de la transparence et de l'équité dans la gouvernance du commerce mondial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les règles commerciales, l'ORD, l'organe de règlement des différends, la constitution des panels. Donc ça aussi, ce sont des éléments importants en termes de gouvernance du commerce mondial. Bien sûr, une cinquième condition que j'ai oubliée, mais qui est aussi importante, c'est que la communauté internationale a un rôle important à jouer, mais les États aussi doivent avoir des politiques cohérentes, des politiques qui soient cohérentes par rapport au marché international. À quoi bon libéraliser le marché international si les pays sont incapables de produire ou d'exporter leur production? Voilà. À quoi bon d'ouvrir les marchés internationaux si les réformes nationales ne sont pas faites au niveau des pays? À quoi bon libéraliser le marché international si
les pratiques des États ne sont pas des pratiques de bonne gouvernance, etc. Donc là aussi, la cinquième condition, indispensable, je dirais, c'est quand même une prise en considération des pays par rapport à leur propre politique nationale. Bon, j'accélère un peu parce que il se fait un peu tard. Je vais juste conclure sur le calendrier possible de négociation. Alors, ce que Pascal Lamy a appelé la fenêtre d'opportunité, c'est actuellement, c'est-à-dire c'est entre avril et août, quoi. C'est-à-dire que si les pays membres de l'OMC se mettent d'accord sur un texte minimaliste, on peut avoir un accord à l'OMC, sachant, et ça c'est comment dire, un élément important, c'est que fin décembre 2007, le président Bush va perdre ce qu'on appelle le Trade Promotion Authority Act, c'est-à-dire que la possibilité de ratifier un accord sans passer par le Congrès américain, le Congrès, hein, donc tous les parlementaires réunis, quoi. Donc si on dépasse le délai de décembre 2007, je dirais même si on dépasse le délai de septembre 2007, Doha, il faut l'oublier pendant quelques temps, quoi. Parce qu'il y a les élections aux États-Unis, quand on connaît les lobbies qui existent aux États-Unis, etc. La position de la France aussi sur les négociations qui est assez importante. La nomination de Madame Lagarde à l'économie et aux finances, ancienne ministre du Commerce, elle connaît très bien le dossier et on connaît ses positions. Donc, si août 2007, il n'y a pas, comment dire, d'accord possible, bon, ben voilà quoi, on va attendre 3, 4, voire 5 ans, voire plus. Il y a de nombreuses discussions et négociations actuellement, aussi bien à Genève que dans les capitales. Récemment, la semaine dernière, au sommet du G8 en Allemagne, la question de Doha a été débattue pendant de longues heures par les ministres et aussi par les chefs d'État. Voilà, donc si pas d'accord minimal avant l'automne 2007, cycle de Doha, j'ai écrit en panne ici pour être gentil, mais comment dire, plus cycle de Doha, on l'oublie pour un petit moment. Et l'un des principaux risques, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le retour du bilatéralisme commercial et du régionalisme. Et les Américains sont très forts dans ce domaine. Et il y a aussi une volonté, quelque part, au niveau des groupes de pression américains, d'aller véritablement vers ce résultat. Voilà, alors pour aller plus loin, parce que je sais très bien que j'ai été très vite, et pour traiter cette question, je pense que il faut beaucoup plus de temps, mais je vous propose de regarder un ouvrage qu'on a rédigé avec Hakim Ben Hamouda sur l'Afrique, l'OMC et l'accès au marché, qui est sorti chez Maisonneuve-Larose en 2006. Il y a aussi le dernier rapport économique qui a été fait par la Commission pour accélérer le développement en Afrique, donc qui est disponible sur Internet, au site de la Commission. Pour les produits spéciaux, il y a un papier qui va sortir dans le Journal of Agricultural Economics où on montre l'importance des produits spéciaux en termes de sécurité alimentaire et aussi en termes d'aménagement du territoire, donc des conditions qui sont importantes pour les pays africains. Pour la relation commerce et développement, là aussi, il y a un article qui est cité ici. Et sur les produits sensibles, le rôle des produits sensibles et comment les produits sensibles pouvaient complètement anesthésier un petit peu l'effet de ce cycle. Là aussi, il y a un papier qui est sur le site du JTAP, vous l'aurez sur Internet sans problème, qui est également sur le site de la Commission. Voilà. Et un document qui synthétise un peu ce que je viens de dire, qui est un working paper qui est disponible sur notre site Internet. Voilà, je vous remercie pour votre attention.